Donc, bonjour, je m'appelle Estelle Faye, je suis autrice dans plein de genres de l'imaginaire, c'est-à-dire tout ce qui est fantasy, science-fiction, post-apocalyptique, en gros c'est après la fin du monde, space opéra et trucs bizarres. Voilà. À la base, je pensais pas du tout être autrice, c'était pas mon planning de vie. Par contre, j'ai toujours voulu raconter des histoires, depuis que je suis toute petite en fait. C'était ce que je disais quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux raconter des histoires. Ça faisait très peur à mes parents, forcément. Mais comme j'aime beaucoup travailler en équipe, être dehors, tout ça, je me suis d'abord dirigée vers le théâtre. Et j'ai été comédienne, j'ai été metteur en scène, j'ai dirigé une troupe de théâtre. J'ai fait une école de scénario un peu par hasard. Et à la sortie de cette école, j'ai écrit une nouvelle, un peu par hasard aussi, qui a été publiée dans une anthologie, un livre à plusieurs nouvelles. Et il y a un éditeur qui l'a lu, qui m'a fait écrire mon premier roman. Et après, j'en ai écrit un deuxième, un troisième. Ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Aujourd'hui, en fait, c'est mon métier. J'ai plein d'idées toujours dans ma tête. Depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai des idées d'histoire, j'ai des personnages, j'ai des univers, des ambiances dans ma tête. J'ai un ami musicien qui dit le matin, il se lève, il va prendre son café, il a de la musique dans la tête. Moi, le matin, je me lève, je vais prendre mon café, j'ai des histoires dans la tête. Je vais prendre le métro, j'ai des histoires dans la tête tout le temps, en fait. Mais souvent, c'est des bribes, des images, des impressions, des scènes. Et il y a un moment, il va y avoir quelque chose, une conversation, une envie, qui va faire qu'une histoire va se concrétiser plus que les autres. Et je vais me mettre à prendre plein de notes sur des cahiers, je prends toujours plein de notes sur des carnets, j'en ai toujours sur moi. Et peu à peu, ces notes, ça va devenir un synopsis. Je vais prendre un carnet spécifique pour cette histoire-là, et puis je vais l'écrire. Voilà. Alors il y a des auteurs qui sont très très organisés, donc il y en a notamment un qui a un très bon ami qui est Lionel Davoust, qui est un monstre d'organisation, je l'admire beaucoup. Je ne suis pas du tout ça, je suis un chaos complet. Voilà, au début j'en avais un petit peu honte, je me sentais pas légitime, maintenant j'ai appris à l'accepter. C'est-à-dire que quand déjà j'ai peu de journées en fait d'écriture seule, parce que même si je suis autrice professionnelle, enfin je fais que ça veut vraiment pas dire que je passe mon temps à écrire, parce qu'il y a toujours des réunions, des appels avec des éditeurs, des conférences, des interventions, des festivals quand le monde est normal. Donc mine de rien, il y a plein de choses qui me font bouger. Et notamment, les festivals sont très importants dans mon travail. Pour certaines sorties de livres, au printemps ou à l'automne, je peux passer 1 ou 2 trimestres à voir des festivals quasiment tous les week-ends, mine de rien. Donc ça prend de la place. Après, quand je passe une journée qu'à écrire, grosso modo, je me lève le matin sans mettre de réveil, je prends un café, un bout de petit-déj, j'écris, jusqu'à ce que j'en puisse plus. Là, je mange, je sors, je fais un peu de sport, et puis je me remets à écrire jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Voilà. Donc, et après, je reprends. Souvent, quand je suis à la fin d'une histoire, je me décale beaucoup aussi, parce que c'est la nuit que je suis le plus efficace pour écrire. Je pense que c'est un truc que j'ai gardé du théâtre. Et donc vraiment, quand je suis à la toute fin d'une histoire, très souvent, en fait, j'écris toute la nuit, et jusqu'à 7-8 heures du matin. Et là, je vais dormir quelques heures, et puis je me remets à écrire. Et plus je suis près de ma deadline aussi, moins je dors, en fait. Voilà, donc après ça, par contre, une fois que j'ai terminé boucler un roman, pendant 1 ou 2 jours, je suis vraiment HS. Quelque chose qui est très important pour moi, c'est de trouver la voix au sens VOX, le style de chaque histoire. Et ça, j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur les premières pages, voire les premières lignes de chaque histoire. Pour mon premier roman, paru en deuxième, qui est Porcelaine, les premières lignes de l'histoire, on a passé facile 3 semaines à rien qu'à réécrire les premières lignes, pour déjà ne serait-ce que trouver à quel temps elle devait être, si elle devait être au passé ou au présent. Pour Un éclat de gifle, qui est mon premier roman écrit à la première personne, avec mon bêta-lecteur, sur le premier chapitre, je pense qu'on s'est pris la tête pendant 6 semaines. Il me l'a fait réécrire je ne sais pas combien de fois. En plus, lui, il déteste la première personne à la base. Donc c'était bien, parce que je me suis dit, si lui, il aime la première personne, si ça passe avec lui, a priori, ça passera avec une majorité de lecteurs, en fait. Un bêta-lecteur, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est mon meilleur ami, mais ça, c'est pas obligé. Il lit tous mes textes avant même les éditeurs, et il me dit ce qui va pas selon lui, et comme on se connaît depuis super longtemps, il peut être hyper méchant avec moi. Voilà. Alors, l'élément déclencheur d'un roman, c'est
différence selon chaque roman, selon chaque projet en fait. Par exemple, pour ma saga de fantasy, Les Seigneurs de Bohême, c'est vraiment parti d'une image, d'une vision. Donc un jour où j'étais en Charente, sur les bords de l'Atlantique, dans un petit port avec des murailles donc assez jolies, des murailles 17e, c'était le matin après une grande tempête qui avait duré toute la nuit et le ciel était très clair. Et là, tout à coup, sur ces murailles, j'ai une image qui m'arrive en tête d'une jeune femme qui avance sur la plage dans des vieux vêtements de marin. Et dans les empreintes de ses pieds, il y a des cristaux de sel qui apparaissent. Et je me suis demandé en fait qui était cette femme, vers quoi elle allait, quelle était son histoire. Et après, ça rejoint une autre envie que j'avais depuis très très longtemps, qui était d'écrire ce que j'appelle moi un grand roman de vacances avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire ce que j'adorais lire quand j'avais des vacances. Donc des gros pavés de fantaisie super sombres, voilà, avec beaucoup de magie, d'intrigue, pas mal de combats et de violence aussi. Et vraiment, cette image, cette envie, elles se sont rencontrées. Et là, tout à coup, j'ai tout le synopsis des Seigneurs de Bohême qui s'est déroulé dans ma tête. Donc j'ai couru à la librairie d'à côté, j'ai acheté un cahier, je me suis posée à une terrasse de café et j'ai écrit. Parce que j'avais qu'un petit carnet sur moi et là je m'étais dit non, c'est un gros synopsis, ça va pas tenir dans le petit carnet. Et donc voilà, j'ai passé facile 1 heure et demie à écrire sur ce petit port en buvant des cafés très forts. Mais ça peut être plein d'autres choses. Les Nuages de Magellan, il est vraiment né d'une discussion avec une directrice de collection, c'est du space opéra, qui avait envie de faire ce qu'elle appelle du space opéra show, c'est-à-dire avec de l'aventure, des personnages, du rêve de l'espace, un truc très coloré aussi. Et en discutant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais plein d'idées possibles dans cet univers, mais c'est vraiment né de cette discussion-là, par exemple. Les rencontres aussi sont très importantes pour moi, j'ai beaucoup de romans qui sont nés de rencontres. Je m'identifie pas vraiment à mes personnages, mais je sais qu'il y a des bouts de moi, en fait, dans beaucoup. Par exemple, dans Maëve, donc dans Les Seigneurs de Bohême, la fille qui avance sur la plage, il y a son rêve d'océan, son rêve de liberté, ça c'est quelque chose qui vient complètement de moi, par exemple. Et après, elle a d'autres aspects qui sont pas forcément, voilà, donc des trucs à moi. Par exemple, elle a des cheveux blonds verdis, c'est pas vraiment ma couleur de cheveux. Il y a beaucoup de moi dans Chet, le héros d'un éclat de givre et d'un reflet de lune. Donc il a 23-24 ans et il y a beaucoup de celle que j'étais quand je faisais du théâtre à son âge en fait. Dans ses balades dans Paris, dans ses aventures sur scène, il y a de vrais morceaux de mes années de théâtre dedans. Et vraiment dans son attachement à la scène, il y a beaucoup, son attachement à Paris aussi, il y a beaucoup de moi dedans. Après, il y a des personnages qui sont plus éloignés de moi aussi, mais qui représentent des choses que je ne vois pas forcément assez. Par exemple, Marie, la vieille capitaine pirate dans Les Nuages de Magellan, elle est venue aussi d'un gros manque que j'avais en tant que lectrice, qui est qu'on voit pas encore, enfin on voit plein de personnages de vieux guerriers couturés de cicatrices, etc., revenus de tout, et j'adore ce genre de perso, mais je voyais pas leur équivalent en femme ou pas assez. Et vraiment, Marie, elle est partie de là, de cette idée, mais je vais faire une vieille guerrière couturée de cicatrices, revenue de tout, avec un caractère hyper acariâtre, voilà. Ça, c'est le genre de personnage qui me manquait beaucoup, et donc je l'ai écrit. On écrit aussi, c'est Thomas Andrews qui disait ça, qui est un auteur de Paranormal Romance, et qui a dit un jour en table ronde, on écrit aussi les persos qui nous manquent. Et ça, complètement, c'est une des choses qui me pousse à écrire. Disons, c'est... Alors, Gilles Dumay, là, qui est mon éditeur maintenant chez Albin Michel Imaginaire, il m'a dit une des premières fois où on a discuté que pour lui, il y avait deux sortes d'auteurs. Il y avait ceux qui creusaient un même univers, un même sillon toute leur vie, et il y avait ceux qui exploraient plein d'univers. Et clairement, moi, c'est le deuxième truc qui me parle. C'est l'une des choses que j'adore en littérature et à fortiori dans les genres de l'imaginaire, c'est que je peux faire des voyages tellement différents. Après, il y a évidemment des thèmes qui me tiennent à cœur qu'on va retrouver dans beaucoup de mes romans, mais c'est pas quelque chose de volontaire. C'est juste que ça, voilà, forcément, je vais souvent parler de liberté, je vais souvent parler de révolte. Il y a aussi plusieurs de mes romans qui parlent de théâtre ou plusieurs de mes romans qui parlent d'océan. Ça, c'est pas tout le temps, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur aussi. Quelque chose que j'aime beaucoup dans l'imaginaire, surtout en France, c'est qu'on est beaucoup d'auteurs à écrire avec nos tripes, à parler vraiment de ce qui nous tient à cœur, de ce qui nous pousse à avancer dans la vie. Et donc, clairement, il y a beaucoup de moi dans mes romans, pas au sens forcément autobiographique du terme, mais au sens vraiment, donc, mes passions profondes, ce en quoi je crois, ce en quoi j'ai envie de croire, ce pourquoi j'ai envie de me battre. Et ce qui me fait rêver. Et des combats et des batailles, parce que j'aime bien.
toute manière, pour moi, tous les romans sont différents. Après, bien sûr, mon écriture va s'adapter aux âges pour lesquels j'écris, mais c'est, comment dire, c'est pas comme si je lénifiais mon écriture pour écrire en jeunesse. C'est beaucoup plus que quand je réfléchis à une histoire. Déjà, quand je conçois l'histoire, je la conçois pour être une histoire jeunesse ou pour être une histoire adulte, où je me rends compte en la concevant que ça va être jeunesse ou adulte, etc. Parce que je vais aborder des enjeux parfois différents, je vais les aborder sous des angles différents, de manières différentes. Donc de toute manière, il y a des façons différentes de raconter des histoires, mais pour le coup, c'est une des choses qui m'intéresse beaucoup, toutes les manières différentes de raconter une histoire. Mon autre but dans la vie quand j'étais petite, c'était de jamais m'ennuyer, et ça pareil, je pense que j'ai trouvé le métier à peu près parfait pour ça. Alors, mon premier roman, donc, je l'ai commencé un peu par hasard, suite à une rencontre à un festival, celui des Imaginales, avec un directeur de collection, Xavier Mauméjean, qui avait lu ma nouvelle. Et beaucoup de mes romans, ils se sont placés entre guillemets comme ça, c'est-à-dire, c'est vraiment, il y a des rencontres, et on va parler de livres, de romans, il y a des éditeurs qui vont me dire, tiens, j'aimerais bien travailler avec toi, ou c'est moi qui vais leur dire, tiens, j'ai cette idée de livre, ça me paraît aller bien chez toi, en fait. Et certains de mes livres sont même nés de rencontres. Par exemple, mes premiers romans jeunesse, donc Les Guerriers de Glace, puis toute la série Aldune et Léna, c'est vraiment une éditrice avec qui j'avais déjà travaillé en young adulte, qui était passée en jeunesse chez Nathan, qui voulait développer la partie fantastique, fantasy, en petite jeunesse chez Nathan, parce qu'elle, c'est une grosse fan d'imaginaire, qui m'a dit, tiens, tu m'avais parlé des histoires que tu racontais à ton frère quand il était petit, écoute, tu pourrais pas t'en inspirer pour faire quelque chose, justement, pour les lecteurs à partir de 7 ans, chez Premier Roman, chez Nathan. Donc là, j'ai vraiment réfléchi suite à cette conversation. Pareil pour Magellan, c'est vraiment parti d'une discussion avec Stéphanie Nico. Il y a des romans aussi, des envies que j'ai en tête, et je vais voir où je peux aller avec. Donc, pour Les Seigneurs de Bohême, grande saga de Dark Fantasy où on fait la Révolution, pour résumer, j'avais vraiment un immense roman choral en tête. En plus, je voulais que ça soit en un seul tome qui court sur une année, donc je savais que ça allait être un énorme pavé. Et pour moi, c'était un roman complètement incasable, donc que j'allais probablement pas pouvoir publier avant au moins encore 10 ans. Et puis, toujours en festival, donc fin de festival, on prend des verres ou des cafés, dans mon cas, entre auteurs, et on parle de nos romans incasables. Et avec donc un autre auteur, moi je dis, voilà, j'ai ce roman-là en tête, donc il y a tout ça dedans, mais je sais que je ne vais pas trouver l'éditeur avant 10 ans, je connais personne qui fait ça, je vois pas trop ça autour de moi. Et il me dit, justement, mon éditeur, il cherche des romans comme ça et il n'en trouve pas. Tu devrais lui présenter. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti. Donc, disons, à la base, il y a des auteurs qui sont vraiment des vrais solitaires. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je suis quelqu'un de très, voire trop sociable. Quand je vois pas assez de gens, ça me manque. Mais pour le coup, beaucoup de mes romans sont venus de ça, en fait, de rencontres qui ont aussi parfois permis de concrétiser une idée que j'avais en tête, mais je savais pas forcément où je pouvais aller avec. Et puis, tout à coup, il y a cette discussion avec un éditeur, et je comprends que c'est pour lui, en fait, que c'est vraiment pour sa collection. Donc, pour vraiment finir sur la question, très souvent, quand je me lance dans un roman, j'ai déjà un éditeur en tête, voire j'ai déjà un contrat signé avec une deadline. Encore plus maintenant, parce que, comme c'est mon gagne-pain, je ne peux pas me permettre d'écrire trop à fond perdu, en fait, parce que j'ai besoin d'une visibilité, de savoir que, grosso modo, je vais écrire et publier des romans qui me permettront quand même de continuer à gagner ma vie, quoi. Voilà. Alors, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui très souvent me mettent dans la boucle pour les couvertures, où on en discute en amont, où je peux donner mon avis. Je pense que c'est bénéfique vraiment pour le livre en plus. Par exemple, pour La Voix des Oracles chez Scrinéo, il y avait un premier projet de couverture, mais qui collait vraiment pas. Il y avait une incompréhension entre en fait l'illustrateur et la maison d'édition. Ça arrive, voilà. Et là, c'est moi qui ai proposé Aurélien Polis comme illustrateur. J'ai montré son travail à Scrinéo, j'adorais son travail depuis des années. Il venait de faire la couverture du grand format d'un éclat de gifle qui marchait vraiment bien en tant que couvre. Et Scrinéo, quand ils ont vu son travail, ont trouvé qu'effectivement c'était une super bonne idée. Ils l'ont embauché et les couvertures ont vraiment beaucoup aidé la série. Et en plus, Aurélien Polis a eu des prix pour les couvertures aussi, qui méritent totalement. Voilà. Donc je trouve que quand on met l'éditeur, quand l'éditeur met l'auteur dans la boucle, c'est un bonus pour tout le monde souvent. Et j'ai la chance que ça m'arrive beaucoup. Alors
de toute manière, il y a plein de genres que j'aimerais explorer. Et plein de genres dans lesquels j'aimerais écrire. Après, j'aimerais aussi, peut-être à un moment, je me retrouve à faire des petites infidélités à l'imaginaire, même si ça reste ma base de départ, que j'aimerais toujours et que je pense que j'en écrirai toujours. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de romans qui flirtent avec le roman historique. Et à un moment, peut-être aller complètement dans le roman historique, ça me parlerait bien aussi. J'avais très envie de faire un roman qui a au moins des aspects roman d'horreur depuis très longtemps, donc ça c'est fait. C'est l'un des aspects, pas le seul, mais c'est un des aspects de mon roman pour Albin Michel, Imaginaire. Un jour j'aimerais beaucoup écrire un roman gothique aussi, j'ai déjà quelques idées en tête, donc ça fait partie des choses qui sont un peu en projet. Donc j'aime aussi beaucoup tout ce qui est disto, cyberpunk, tout ça. Là pareil, j'ai quelques idées aussi, donc en imaginaire aussi, il y a beaucoup de genres que j'aimerais explorer. Et puis il y a des côtés polar roman noir déjà dans certains de mes romans, et un jour faire vraiment un polar ou un roman noir, ça me dirait bien aussi. Là pareil, ça serait une petite infidélité à l'imaginaire, mais de temps à autre. Alors ça c'est une grande question. C'est toujours très difficile de répondre. Après, dans les auteurs qui m'ont beaucoup inspirée, il y a un auteur qui n'est pas très connu de nos jours, mais qui a vraiment beaucoup fait bouger les lignes des genres à son époque, et je pense qu'on est beaucoup à être ses héritières et ses héritiers. C'est Francis Berthelot, donc si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous renseigner là-dessus, et qui a vraiment l'un des premiers à faire de l'imaginaire sans rester dans les cases qu'à son époque. En gros, donc maintenant il a 70 ans, donc voilà, ça fait... il a commencé à écrire grosso modo quand il en avait 30. À une époque encore, on faisait vraiment rentrer l'imaginaire dans des cases, toi t'es dans tel genre et t'en sors pas, toi t'es dans tel genre et t'en sors pas. Et lui déjà, il a commencé à faire des livres qui rentraient pas dedans, quoi. Donc il a eu un parcours éditorial vraiment en dents de scie. C'est aussi l'un des premiers auteurs à avoir mis beaucoup de lui-même dans ses romans, à vraiment aussi faire un style qui n'était pas forcément le style un peu neutre ou très froid d'une grande partie de l'imaginaire, à fortiori de la science-fiction. Donc lui, ça fait vraiment partie des grosses inspirations, et ça fait partie des gens qui ont aidé à apporter beaucoup de liberté dans nos genres. Et je pense que savoir d'où on vient quand on est autrice ou auteur, c'est vraiment important. Savoir qu'il y a aujourd'hui des choses qu'on peut écrire, qu'on peut publier, parce qu'il y a d'autres gens avant nous qui ont ouvert la voie, c'est vraiment important. Et pour moi, Francis Berthelot est clairement un de ces précurseurs-là. Après, en fantasy, une autrice que j'adore et qui m'a beaucoup marquée, c'est Hélène Keuchner, qui est rééditée en France maintenant, donc allez-y. Notamment pour À la pointe de l'épée, qui est de la fantaisie, pure et dure, mais dedans, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de grande quête, il n'y a pas tous ces trucs dont on dit encore trop souvent que c'est un peu obligatoire, entre guillemets, en fantaisie. Et elle, c'est hyper humain, c'est hyper prenant. Il y a vraiment une grande attention qui est portée aux caractères, aux ambiances, aux atmosphères. En plus, elle parle super bien d'escrime, et donc ça fait partie des trucs que j'adore en fantaisie. Et pareil, Hélène Keuchner, c'est une très grande référence pour moi. Il y a des livres que j'ai beaucoup relus. Après, en ce moment, j'avoue que depuis que j'écris, et a fortiori depuis que j'écris pour en vivre, ça me prend énormément de temps. En plus, comme j'écris beaucoup avec des bases historiques, je lis beaucoup de documentaires aussi. Donc j'ai moins de temps que ce que j'aimerais pour lire, et a fortiori pour relire des livres. Maintenant, il y a un peu toujours les essentiels de ma bibliothèque. Déjà, les auteurs que j'ai cités. Il y a quelques grands classiques aussi qui m'ont beaucoup marqué. Jeanne Eyre, que j'ai lu et relu, et qui est déjà un roman, même en étant du 19e, qui flirte avec le fantastique sans en être forcément, qui a une héroïne qui, mine de rien, va choisir son indépendance plutôt qu'une histoire d'amour. Et déjà, oui, au 19e, on pouvait écrire ça. Il y a un aspect roman gothique sans que ça soit vraiment du roman gothique. Dans le même genre, il y a aussi L'Auberge de la Jamaïque, donc qui, pareil, est très précurseur sur toutes ces thématiques. Et un roman qui m'a beaucoup marqué, complètement hors imaginaire pour le coup, c'est Martin Eden de Jack London. Parce que, mine de rien, déjà, c'est Jack London, il écrit hyper bien. Et c'est le parcours d'un marin qui devient écrivain et qui se retrouve entre deux mondes, en fait, sans finalement appartenir à aucun des deux au final. Et moi, je viens d'une famille qui... mes parents sont des très gros lecteurs, mais c'est une famille de scientifiques. Mes grands-parents étaient 4 instituteurs, mes parents, c'est 2 profs, et dans leur génération, ils sont tous profs ou instit. Donc vraiment, à la base, quand j'ai dit que j'allais essayer de faire quelque chose dans la culture, ça a fait très peur à tout le monde, même s'ils m'ont beaucoup soutenu. Et beaucoup de gens m'ont dit que c'était pas possible parce que je venais pas de ces milieux-là. Et maintenant, ça va mieux, mais pendant toute une partie de mon parcours, j'ai vraiment eu, et même encore par moments, j'ai cette impression-là,
d'être entre deux mondes sans être forcément complètement à ma place, ni dans l'un ni dans l'autre. Et dans les moments où c'était vraiment plus difficile, où je galérais beaucoup plus, Martin Eden, ça m'a beaucoup soutenu pour ça, parce qu'avec toute l'admiration que j'ai pour Jack London, et sans du tout me comparer à lui, parce que c'est un immense auteur, quoi, et de me dire, ouais, mais même un auteur immense comme Jack London, il est passé par là, puissance 10 000, en fait. Et donc, c'est un roman qui m'a beaucoup soutenu pour ça. Alors, dans mes derniers coups de cœur littéraires, on parlait space opéra tout à l'heure, c'est un genre que j'aime beaucoup, et où je vois arriver à nouveau en force le genre de space opéra qui me parle le plus, qui est vraiment le roman où on rêve à l'espace, où on vit des aventures, où il y a des vrais personnages, où il y a des enjeux vraiment humains, tout en ayant aussi ces horizons incroyables du space opéra. Et donc là, en plus, jeune autrice française, Émilie Kerbalek, Quitter les monts d'automne. Ça commence presque comme de la fantaisie, ensuite ça nous entraîne dans un voyage incroyable. C'est juste son deuxième roman et c'est un énorme coup de cœur. Alors, je lis beaucoup, énormément de littérature de l'imaginaire, c'est clairement ma base de départ. Après, j'aime bien lire complètement de tout. Donc, j'ai toujours lu de tout. Par contre, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui étaient donc des très gros lecteurs. Ma mère lisait beaucoup de littérature de tous les pays du monde. Elle m'a fait découvrir aussi la littérature sud-américaine, le réalisme magique que j'adore vraiment. Et elle nous a appris à voyager au travers des cultures, des films, des livres. Donc ça, c'est quelque chose de très précieux et que j'ai toujours gardé. J'aime toujours aussi beaucoup lire des romans de plein d'autres pays. Et ça, c'est une des grosses bases de mes lectures. Après aussi, je lis de plus en plus, enfin j'en lisais déjà beaucoup, mais là, comme ça me sert aussi pour mes livres, je lis de plus en plus de documentaires et j'avoue, j'aime beaucoup ça. Voilà. Dans un livre, ce que j'aime en fait, c'est d'y trouver quelque chose que j'allais pas forcément y chercher. Et quand un livre va m'amener ailleurs, un peu plus loin, dans une direction un peu inattendue, quand mine de rien, va y avoir quand même aussi de l'émotion ou des questions qui apparaissent. Quand disons, il y a des romans qui vont être très parfaits dans leur construction, dans leur style et tout ça, mais qui vont pas vivre. C'est quelque chose d'impalpable, mais en même temps, quand je le lis, pour moi, c'est évident. Il y a des romans qui vivent et d'autres qui vivent pas. Et il y a des romans qui peuvent être super bien écrits, qui peuvent vraiment être très léchés et tout. Tout est parfait, mais ça ne vit pas vraiment. C'est des romans qui vont parler à la tête, mais qui vont pas parler au cœur, qui vont pas parler aux tripes. Et ça, c'est des romans qui me lassent très vite, même si je reconnais qu'ils sont très bien, en fait. Et voilà, je préfère un roman qui est imparfait, mais où il va y avoir quelque chose que j'ai jamais lu avant, il va y avoir une voix, un style, une personnalité que j'ai jamais rencontrée avant. Et ça, c'est vraiment ce qui va me toucher. Et si j'ai le temps d'une petite anecdote, donc il y a déjà quelques années de ça, je me suis retrouvée jury d'un concours de nouvelles pour Geekopolis. Et il y avait plusieurs catégories, steampunk, fantasy, etc. Et on a reçu une nouvelle en steampunk, qui avait des soucis de construction, qui prenait un peu l'eau par plein d'endroits, mais où il y avait une émotion, une voix hyper particulière, hyper évidente, hyper unique. Il y avait quelque chose dedans qui était déjà forcément une vraie plume. Et on est plusieurs à s'être dit lors de ce concours. Elle a eu le prix Steampunk, la nouvelle, elle n'a pas eu le grand prix, c'est une autre nouvelle de Steampunk qu'il a eu, mais elle a eu le prix Steampunk, après beaucoup de discussions. Parce que justement, il y a une autre nouvelle de Steampunk, celle qui a eu le grand prix, qui était plus léchée à la base. Mais on est plusieurs au jury à avoir dit, s'il y a quelqu'un qui vraiment fait d'autres nouvelles, fait des livres qu'on va avoir envie de suivre, c'est la personne qui a fait cette nouvelle-là, qui s'appelait La Danse aveugle. Et voilà, s'il y a quelqu'un un jour qui devient écrivain vraiment au-delà de quelques nouvelles, ça va être cette personne, ça va être La Danse aveugle. Et donc j'ai rencontré après, lors de la remise de prix, l'autrice de La Danse aveugle, et elle s'appelle toujours Floriane Soulas. Donc aujourd'hui, elle a déjà 2 romans à son actif, dont Rouille qui a fait une entrée mais tellement fracassante dans les littératures de l'imaginaire, quoi. Et voilà, même sur une nouvelle qui était tellement moins parfaite et tellement moins avancée que ce qu'elle fait maintenant, il y avait ça, il y avait ce truc unique qui fait que des gens avaient envie de la suivre. Et c'est ça que je recherche dans des romans avant tout. Alors j'aime beaucoup le cinéma, c'est une de mes passions profondes de base, c'est aussi pour ça que je me suis retrouvée un peu dans une école de cinéma. Les 2 premiers films à m'avoir marqué, parce qu'il y a plein de films que j'aime, donc dire un film favori ça va être complètement inutile, mais disons il y a quelques films qui m'ont marqué quand j'étais très jeune et qui je pense
ont fourni quelques-unes des bases de mes univers. Il y a donc Taram et le chaudron magique déjà, quand j'étais vraiment petite. Mine de rien, parce qu'il y a des marécages, il y a des morts-vivants qui se relèvent. En fait, c'était pas pour les héros, tout ça, qui était, je trouve, assez fade. Désolée s'il y a des gens qui aiment les héros de Taram. Mais voilà, et il y avait déjà aussi ce qu'à l'époque je ne savais pas définir, mais qui était en fait vraiment de la mise en scène, et notamment la manière dont était gérée la première apparition du sorcier, avec la caméra qui montait vers lui, avec le fait qu'on la voyait d'abord comme une silhouette d'ombre, et puis après on voyait que 2 yeux avant même de découvrir le personnage. Là, je sentais qu'il y avait déjà une manière de mettre en scène les images pour qu'elles racontent une histoire, et évidemment, je ne savais pas le définir à l'époque, mais ça m'avait vraiment marqué. Et puis, les morts vivants, les marécages, tout ça, c'est des trucs que j'adore depuis. Et un autre film qui m'a beaucoup marqué, c'est Excalibur de Boorman, quand j'étais en CM2. Parce qu'en CM2, j'avais un instituteur qui détestait tout ce qui est imaginaire. Ça arrive encore, mais alors à mon époque, c'était hyper courant. Et donc, quand j'écrivais des choses qui étaient dans des ambiances un peu fantastiques et tout ça, à chaque fois, donc je me faisais métaphoriquement, mais quand même bien taper sur les doigts. Et CM2, c'est vraiment la première année où j'ai senti que ce que j'aimais comme littérature, comme film, n'était pas forcément accepté partout, en fait. Surtout à l'époque. Voilà. Heureusement, j'ai l'impression que les choses bougent beaucoup maintenant, c'est tant mieux. Mais c'est la première fois où j'étais vraiment un peu marginalisée pour mes goûts. Et après, j'ai fait des études littéraires, donc j'étais beaucoup marginalisée pour mes goûts. Voilà. Mais là, et puis cet instituteur, à un moment, il est tombé malade. Et il y a eu un remplaçant qui est venu. Et ce remplaçant nous a montré Excalibur de Boorman. Bon, j'ai dû comprendre un tiers du film. Voilà, j'ai dû en comprendre un tiers à l'époque. Mais tout à coup, il y avait toutes ces images hyper marquantes. Il y avait toutes ces légendes et cette mythologie de la quête du Graal, du roi Arthur, que déjà à l'époque, je connaissais beaucoup par les livres. Et il y avait quelqu'un qu'on avait fait ce film. Et vraiment, tout à coup, je me suis sentie moins seule parce que je me suis dit, mais il y a plein de gens en fait, il y a toute une équipe, il y a plein de gens adultes, hyper sérieux probablement, qui ont mis autant d'efforts, autant d'énergie pour faire ce film, qui a tous ces univers qui me parlent à l'intérieur. Et dans une année où, pour la première fois, donc, je me sentais un peu mise à l'écart par l'institution, entre guillemets, là, tout à coup, il y avait un film qui venait me tendre la main et ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et après, j'ai pas osé le revoir pendant des années parce que j'avais tellement peur d'être déçue en le revoyant. Et en fait, j'ai pas du tout été déçue quand je l'ai revu. J'adore la nouvelle, ça permet de tester plein de choses. C'est justement tout ce à quoi la taille nous oblige. Une nouvelle, c'est vraiment en concentrer un éclat d'univers. Et il faut que ça tienne en très très peu de mots et que ça ouvre aussi des horizons, des perspectives, enfin si on en a envie, en très peu de mots. Après un reflet de lune, justement ce que je disais, si vous avez envie de découvrir un peu plus des univers un peu étranges en littérature française, donc Francis Berthelot dont j'ai parlé à Fortury quand il parle de Paris, c'est vraiment très bien, et en nouvelles pour le coup, qui sont aussi dans des ambiances étranges et en même temps très humaines, il y a tout le travail de Mélanie Fazi, qui est la meilleure nouvelliste de fantastique qu'on ait en France, ce qu'elle fait c'est sublime. Il y a beaucoup, beaucoup de clichés en littérature de l'imaginaire qui ont encore la vie dure. Après, ce que je dirais ma bête noire, entre guillemets, c'est tous ceux qui croient qu'un genre, par exemple la fantaisie, c'est très souvent la fantaisie que ça arrive, doit absolument rester dans certaines cases et qu'il ne faut pas en sortir, et tous ceux qui mettent des barrières dans les littératures de l'imaginaire, alors que justement on est à les littératures qui peuvent être les plus libres possibles. Et il y a des gens qui sont encore là à dire non, mais la fantaisie, il faut que ça soit manichéen, il faut qu'il y ait un héros, il faut qu'il y ait une quête. Tous les gens qui veulent absolument mettre des règles absolues en écriture, et à fortiori en imaginaire. Alors, après, plus que des clichés, disons, dans les genres de l'imaginaire, mais pas que, on a des tropes, on a des figures, des grandes figures qu'on a beaucoup vues et revues, avec lesquelles on peut jouer. Et ça, par contre, j'aime bien jouer avec les grandes figures des genres. Mais c'est pas vraiment des clichés, en fait. Et donc, quand je parlais de la figure du vieux guerrier couturé de cicatrices, que j'aime bien reprendre pour en faire des vieilles guerrières couturées de cicatrices, là, je joue avec une figure très connue de l'imaginaire que j'amène ailleurs à ma façon. Et ça, j'aime bien le faire. C'est absolument impossible de choisir. Euh, Peut-être Hélène Keuchner que je pourrais relire sans fin et encore, oui, non mais il y a trop de livres. Non, je peux pas, je peux pas.
Alors, chronophage, aléatoire, hyper fatigant, beaucoup d'indépendance, et c'est quand même super fun, sinon franchement je ferais autre chose. J'aime beaucoup toutes les phases, aussi bien le début quand l'histoire se met en place et que j'y réfléchis, quand j'écris, et aussi j'aime beaucoup corriger en fait, parce qu'on corrige beaucoup, mais je trouve que c'est là que l'histoire telle qu'elle doit être vraiment commence vraiment à apparaître. Et ça j'aime beaucoup quand on est dans la fin de correction, on voit tellement l'histoire telle qu'elle doit être qui commence à apparaître. Bah, il y a un, comment dire, un proverbe qui tourne un peu, c'est il y a les auteurs qui aiment écrire et ceux qui aiment avoir écrit. En fait, moi, j'aime pas trop avoir écrit, donc ce que j'aime le moins dans l'écriture, c'est les 2-3 jours après avoir fini un roman. Et même par moments, ça peut me faire de vrais coups de blues de ne plus être en train d'écrire. C'est une blague qui tourne un peu entre mes amis, c'est combien de temps j'arrive à tenir sans écrire entre 2 romans. La dernière fois, celui qui a gagné, c'est celui qui a parié moins d'une semaine, j'ai tenu 3 jours. Euh, En cours, ça va être très très difficile. Mais disons donc, j'aimerais beaucoup plus qu'on me parle de sujets, notamment en table ronde, en interview, etc., qui ne soient pas forcément des sujets, entre guillemets, féminins. J'aimerais être interrogée davantage sur, mine de rien, ce qui fait beaucoup partie de mon travail, qui est la politique, comment décrire des batailles, comment décrire des combats en fantasy, en SF. Et ça, c'est encore trop souvent des sujets que je vois réservés aux hommes en interview, en table ronde. Et c'est parler des personnages féminins, bien sûr, c'est bien, c'est important, mais oui, même une autrice peut parler d'autre chose, et ça pourrait encore bouger. Ah bon, très clairement, moi je suis une nocturne. Voilà, j'écris toute la nuit. Comme j'ai dit, je peux faire des nuits blanches d'écriture, j'adore ça. Et on me dit qu'un jour mon corps suivra plus et que je devrais arrêter d'écrire. On me dit ça, voilà. Enfin, on m'a dit de toute manière, à partir de 28 ans, tu peux plus faire de nuits blanches. Pour l'instant, j'en ai 43 et ça tient, mais j'ai peur. La première fois que j'ai acheté une liseuse, donc mon copain qui m'accompagnait m'a dit on dirait que tu vas tuer un chaton, tellement j'étais peu convaincue par cet achat. Mais j'avais un très très long trajet en avion et puis après donc j'allais dans le fin fond du désert d'Atacama et il fallait vraiment que j'ai un sac le plus léger possible parce que j'allais le porter sur mon dos pendant longtemps. Donc je pouvais pas amener des gros livres avec moi, c'est pour ça que j'ai acheté une liseuse. Et maintenant, je suis vraiment entre les deux. En fait, j'adore toujours le livre papier. Maintenant, la liseuse me permet de lire beaucoup plus facilement en anglais, ce que j'aime beaucoup. Parce que j'ai d'énormes bibliothèques en anglais à ma disposition. Même s'il y a des librairies anglaises que j'adore et où je vais toujours me ruiner aussi. Hein. Et la liseuse me permet d'emporter aussi toujours avec moi quand même un fond de livres que j'aime bien avoir sur moi aussi. Par exemple, quand je fais des ateliers d'écriture, quand c'est pas dans la région parisienne, je peux pas forcément emmener avec moi une énorme bibliothèque de référence. Et la liseuse me permet d'avoir toujours avec moi une petite bibliothèque de référence. Quoi. Les deux. Ghibli, très clairement. Café, mais j'aime beaucoup le thé aussi. Tout sauf le téléphone, ça j'avoue, j'admire beaucoup les gens qui arrivent à écrire au téléphone, je comprends absolument pas. Toujours du bruit, j'aime beaucoup écrire en musique, j'aime beaucoup écrire avec du bruit autour de moi aussi. Le silence a tendance à m'angoisser un peu, et surtout dans le silence, mon esprit va facilement vagabonder ailleurs et décrocher de l'écriture, alors que quand il y a de la musique, si mon esprit veut aller ailleurs, paf, il rebondit sur la musique et il revient dans ma tête.